Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, un atelier pratique sur le leadership féminin organisé au profit des femmes professionnelles. Il s'inscrit dans le cadre de la première édition de le Week-end des femmes qui bâtissent, lancé vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Une initiative de Dr Amel Lévy, Jacqueline Sopoli, expert en développement humain et leadership transformationnel soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Vous suivrez le reportage dans un instant. 375 lauréats en hygiène d'assainissement, hygiène de salle, technique sanitaire et action sociale de l'EFMS de Parakou et de l'EFAS de Diougou ont officiellement prêté serment ce samedi. C'est à l'issue de la session de certification en sciences et techniques médico-sociales de juin 2026, marquant leur entrée officielle dans la vie professionnelle. Les détails à suivre. Et puis, le tout premier congrès fédéral de la Fédération béninoise de pétanque a eu lieu ce samedi en marge de la 9e édition du tournoi national spécial Aïd El Kébir à Parakou. Occasion pour les responsables de ligue, présidents de district et acteurs de la discipline de faire entre autres le bilan des activités menées. Reportage à suivre en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre dans le cadre de la première édition de le Week-end des femmes qui bâtissent, lancé ce vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Un atelier pratique a été organisé à l'intention des femmes professionnelles. C'est une initiative de la promotrice Dr Amel Lévy, Jacqueline Sopoli, experte en développement humain et leadership transformationnel, spécialisée dans la guérison intérieure, soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Une occasion d'apprentissage, de partage d'expériences et de réseautage pour ces femmes durant les 3 jours que dure l'événement. Voici le reportage présenté par Florence Bossa. Docteur Amel Lévy Jacqueline Sopoli, expert en développement humain et leadership transformationnel, spécialisée dans la guérison intérieure, échange avec des femmes professionnelles. Objectif, fait d'elles de véritables piliers de développement, d'où l'initiative Le Week-end des femmes qui bâtissent. Je me suis dit oui, après 10-11 ans au Canada, j'ai beaucoup impacté. Je veux revenir sur le continent pour donner les outils pour accompagner ce qui est déjà fait, mais pour que les femmes puissent encore se découvrir en tant que bâtisseuses de nos nations. C'est comme ça que ce projet, cette vision a été déployée et nous sommes là aujourd'hui, le Week-end des femmes qui bâtissent. On ne peut pas vouloir construire les autres, on ne peut pas vouloir construire des entreprises, des familles, etc. sans se construire soi-même d'abord. Mais pour se construire, il faut avoir les outils. Selon ces femmes d'impact, pour devenir leader, il faut avoir la capacité d'aller vers les challenges de la vie, qui sont des blessures émotionnelles acquises soit depuis l'enfance, soit à l'âge adulte. Cette session pratique est l'occasion pour ces femmes de partager leurs expériences. Quand on est renseigné, on peut avoir une meilleure vie. Il ne faut pas avoir peur des challenges. Les challenges sont très importants. Il faut savoir que tout le monde est riche, tout le monde est bien portant. Mais nous pouvons transformer nos maladies, nos blessures en guérison. Honnêtement, je suis convaincue que les femmes vont changer et vont croire en elles, vont avoir de l'espoir. Au-delà des riches ateliers d'apprentissage et d'opportunités, cette initiative est également une occasion de réseautage. Vous savez, il faut être connecté aux gens qui sont une inspiration pour que vous aussi, demain, vous soyez une inspiration pour les autres. Le Week-end des femmes qui bâtissent est une véritable plateforme dédiée au développement du leadership féminin en Afrique. Cette première édition, démarrée vendredi au Palais des Congrès de Cotonou, prend fin ce dimanche 12 juillet 2026. À la fin de cette session pratique, quelques femmes apprécient l'initiative au micro de Rachidi Soubérou. On les écoute. Franchement, trop d'émotions, trop de choses dont nous avons besoin. On a écouté tellement de vérités, des choses qui concernent les femmes qui sont enfouies à l'intérieur de chaque femme qui était dans cette salle. Ça m'aurait vraiment fait mal de rater cette première journée. Elle est vraiment magnifique parce que j'ai appris tellement de choses, j'ai entendu tellement de choses qui me concernaient et que
j'entendais d'autres femmes qui étaient vraiment des douleurs, des choses qu'elles ont sorties d'elles-mêmes pour se libérer, devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. Le programme en lui-même dit déjà tout. Vous savez, nous sommes des femmes et on a tendance souvent à dire que les femmes ne s'aiment pas, il n'y a pas la sororité et tout. En fait, ce week-end est venu démystifier. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres événements qui rassemblent les femmes s'aiment. Et tout ce que nous voulons faire tout au long de ce week-end, c'est de nous permettre de partager nos expériences et d'aller à la fondation de qui est en réalité la femme. En fait, on ne se connaît pas suffisamment pour savoir toute la puissance que Dieu nous a donnée, la déployer afin d'impacter d'abord nous-mêmes, notre famille, notre environnement et par ricochet, la nation tout entière. Le grand cadeau qu'elle nous offre, c'est qu'il y aura 12 mois de suivi, 12 mois de mentorat après ces 3 jours d'événements. Nous dans le septentrion pour parler de l'EFMS de Parakou et de l'EFAS de Djougou qui mettent sur le marché de l'emploi 375 lauréats en hygiène d'assainissement, hygiène de salle, techniques sanitaires et action sociale. Ces nouveaux professionnels ont officiellement prêté serment ce samedi 11 juillet à l'issue de la session de certification en sciences et techniques médico-sociales de juin 2026, marquant leur entrée officielle dans la vie professionnelle. La cérémonie placée sous le signe de l'espérance avec un taux de réussite record de 96% et de belles perspectives d'insertion professionnelle annoncée par les autorités présentes. Voici le reportage de Karine Djegui et Socrate à Dantodé. Ils sont 375 lauréats à avoir reçu le parchemin ce samedi à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Hygiénistes d'assainissement, hygiénistes de salle, techniciens sanitaires et assistants sociaux formés à l'EFMS Parakou et à l'EFAS Djougou ont officiellement prêté serment, consacrant ainsi leur entrée dans la vie professionnelle. À cette occasion, le directeur de l'UFMS a mis en avant les performances enregistrées à l'examen de certification marqué par un taux de réussite exceptionnel. Un résultat salué par le ministre conseiller à l'enseignement supérieur qui a également évoqué les perspectives d'emploi offertes à ces nouveaux diplômés. Nous célébrons aujourd'hui 375 admis sur 390 candidats présentés, représentant un taux de succès de 96%. Ces performances sont le fruit des efforts conjugués des enseignants, formateurs, encadreurs de stage, des membres de l'administration, des parents d'élèves et de nos partenaires, mais surtout les apprenants eux-mêmes. Chers lauréats, recevez une fois encore mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans votre vie professionnelle afin que vous puissiez toujours exercer avec fierté, compétence et humanité. La marraine de la promotion Espérance, l'honorable Faridatou Zakari Traoré, a exhorté les récipiendaires à faire preuve d'éthique et d'humanisme dans l'exercice de leur profession. Chers filleuls, n'oubliez jamais que le plus beau témoignage que vous pouvez rendre à votre école sera la qualité du service que vous offrirez aux populations. Nous sommes fiers de la qualité de notre formation et promettons d'honorer le monde professionnel. Pour ces 375 lauréats, le serment prêté n'est pas une fin, mais un point de départ, celui d'une carrière au service des populations béninoises. Retour à Cotonou pour dire que le nouvel hôtel de ville ne sera pas réceptionné avant le dernier trimestre de l'année 2027, contrairement au délai contractuel de livraison. C'est du moins ce qui ressort de la visite effectuée vendredi dernier par l'autorité municipale sur le site accueillant cet important projet de la mairie. Cette descente stratégique dont l'objectif est de s'enquérir du niveau d'avancement du chantier a permis à Luc Nyakadia et sa suite de toucher du doigt les difficultés sources de retard des travaux et de donner des instructions en vue de leur résolution. Hugues Vignibé et Jocelyn Bariga pour plus de précisions. La visite se déroule en 2 étapes. La première, une inspection de l'infrastructure en cours d'érection. L'opération est faite de courts échanges entre la délégation municipale, le maître d'ouvrage délégué, la CIRAT, et les représentants du maître d'œuvre et architecte Kofi et Diabaté sur des aspects techniques du projet. Elle a également consisté en une visite proprement dite de quelques compartiments
de l'un des bâtiments du site. La seconde phase est une séance de travail pour débriefer. Autour de la table, les parties prenantes font le point du niveau d'avancement des travaux et des obstacles sur lesquels bute le chantier. La présentation réalisée par le chef du projet met en lumière un taux d'exécution à date de 30% pour une infrastructure dont la livraison est formellement prévue pour octobre prochain. Un retard important, notamment justifié par des ajustements apportés au projet en cours d'exécution sur demande du maître d'ouvrage. J'ai demandé qu'on situe les responsabilités par rapport à ces retards-là et que ce qui peut être rattrapé le soit, bien sûr, dans la qualité des travaux. J'ai demandé aussi que soit évaluée la possibilité en termes d'investissement rentable d'avoir de l'énergie renouvelable à cause du potentiel qu'on a sur les bâtiments ici pour déployer des panneaux solaires. Initialement lancés pour durer 24 mois, les travaux de construction du futur hôtel de ville de Cotonou s'étendront désormais jusqu'au 3e trimestre de l'année à venir, date butoir unanimement retenue. Exécuté sur l'ex-site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le projet comprend en lot unique un bâtiment R+2 avec toiture terrasse non accessible, locaux annexes, clôtures, voiries et réseaux divers, puis aménagements paysagers. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dans un communiqué, appelle les usagers à circuler sur la partie droite de la chaussée selon le code de la route. L'autorité annonce un renforcement des contrôles pour faire respecter cette règle, une mesure à laquelle adhèrent des spécialistes du code de la route. Les détails avec Ulrich Gaba. Rouler à gauche sur les routes au Bénin, une mauvaise habitude devenue au fil du temps un véritable fléau pour la sécurité routière. Face à ce constat alarmant, le gouvernement tape du poing sur la table. Dans un communiqué officiel publié le 10 juillet 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelle aux usagers de la route que, conformément à la réglementation, la circulation doit s'effectuer sur la droite de la chaussée, sauf en cas de dépassement, de contournement d'un obstacle, de changement de direction, d'imposition par la signalisation ou d'injonction des agents chargés de la police de la circulation. Une décision fortement saluée par les spécialistes du code routier, comme ce jeune promoteur d'auto-école. Respecter son couloir de circulation, mettre le casque et se mettre en sécurité, aller et revenir en toute sécurité pour d'abord sa propre sécurité et la sécurité des autres usagers de la circulation. Que cette mentalité de « il faut respecter les règles » pour les autorités, on laisse cela tomber. On se dise que nous respectons les règles pour notre propre sécurité. Le communiqué officiel du gouvernement impose également le renforcement des contrôles de services de police sur toute l'étendue du territoire national pour sanctionner tout contrevenant. Immédiatement, dans cette même journée du 10 juillet, la police républicaine s'aligne sur les directives ministérielles à travers un message rendu public par le porte-parole de l'institution. Quand vous conduisez votre véhicule, doit toujours rester sur la partie droite de la route. Autrement dit, vous devez serrer votre droite pour permettre aux usagers désireux d'effectuer un dépassement de le faire aisément. Vous voyez, donc le véhicule bleu, par exemple, client qui veut dépasser le jaune, pas la voie la plus à gauche, une société à double sens. Lui, il est en infraction dans ce cas. C'est interdit. Il y a 3 voies, c'est la voie centrale uniquement qui est réservée. Donc au grand jamais, il ne doit pas dépasser la voiture jaune par la voie. Le temps change. Le civisme routier n'est plus une option, mais une obligation. Désormais, pour la sécurité de tous, un seul mot d'ordre, serré à droite. Et voici un quiz pour les populations. Sur le présent schéma, le véhicule bleu peut-il franchir la ligne au milieu pour se retrouver à l'extrême gauche de la chaussée? Réfléchissez-y. Hors du Bénin à présent, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, institution spécialisée de la CEDEAO, a procédé jeudi dernier à Banjul, capitale de la Gambie, à la remise d'un important lot d'équipements médicaux au gouvernement. L'initiative est financée par la Banque africaine de développement dans le cadre du projet d'urgence exceptionnelle en faveur des pays à faible revenu, membres de la CEDEAO, et du renforcement des systèmes de santé de la Gambie, du Mali et du Niger
pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle traduit l'engagement de la CEDEAO et de ses partenaires à renforcer durablement les capacités des États membres face aux défis sanitaires. Le compte rendu avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. À Banjul, la capitale gambienne, la coopération régionale en matière de santé franchit une nouvelle étape. Au cœur de cette cérémonie, la remise officielle d'un important lot d'équipements de santé. Des ambulances, des équipements médicaux, biomédicaux et de laboratoire, ainsi que des outils informatiques et de technologie de l'information et de la communication destinés à renforcer les capacités du système national de santé. This project, with a total budget of $22.3 million US dollars, of which approximately $3.4 million US dollars has been invested in Gambia. It's not just about responding to COVID-19. It was designed to build a legacy by strengthening our health systems to combat future public health emergencies and other infectious diseases. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence exceptionnelle en faveur des pays à faible revenu membres de la CEDEAO et de renforcement des capacités de santé de la Gambie, du Mali et du Niger pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Projet financé par la Banque africaine de développement et mis en œuvre par l'Organisation ouest africaine de la santé. The arrival of these resources imposes a solemn duty on all of us. To the Minister of Health and the regional health teams, as always, we continue to rely on you to manage these assets to the highest standards of integrity, professionalism, and accountability. Please ensure that spare parts are available, maintenance schedules are followed, and that these vehicles and machines are always operational. À travers cette action, la CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé et la Banque africaine de développement réaffirment leur engagement commun à bâtir des systèmes de santé plus résilients, plus performants et mieux préparés aux défis sanitaires de demain, ceci au profit des populations ouest-africaines. Et puis, le 9 juillet 1987, naissait une institution appelée à transformer durablement la coopération sanitaire en Afrique de l'Ouest. 39 ans plus tard, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, célèbre un parcours marqué par la solidarité régionale, le renforcement des systèmes de santé et de nombreuses initiatives en faveur du bien-être des populations de l'espace CEDEAO. À l'occasion de cet anniversaire, son directeur général revient sur les grandes étapes de cette aventure collective et réaffirme l'engagement de l'institution à bâtir des systèmes de santé toujours plus résilients. Je vous invite à suivre Dr Melchior Aïssi au micro d'Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Aujourd'hui, l'Organisation ouest-africaine de la santé célèbre 39 années d'engagement au service de la santé et du bien-être des populations de notre espace communautaire. Depuis près de 4 décennies donc, notre organisation œuvre sans relâche pour harmoniser les politiques de santé, renforcer les systèmes de santé et promouvoir une coopération régionale toujours plus efficace. Réunis à Freetown, en République de Sierra Leone, la 27e Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO a adopté des instruments stratégiques majeurs, notamment le cadre régional de l'élimination du paludisme, la charte de Freetown pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, fondée sur les technologies et les données, les recommandations régionales sur l'allaitement maternel exclusif et la sécurisation du financement domestique de la santé. En ce jour anniversaire, je rends un hommage mérité à toutes et tous celles qui, depuis 39 ans, ont contribué à faire de l'Organisation ouest-africaine de la santé une institution de référence au service de l'intégration régionale. J'exprime ma profonde reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, aux ministres de la Santé, aux partenaires techniques et financiers, aux professionnels de la santé, ainsi qu'aux professionnels de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour leur confiance, leurs engagements et leur soutien constant.
Je demeure profondément convaincu que l'avenir de notre organisation repose sur cette capacité collective à innover, à mutualiser nos expériences, à agir ensemble au bénéfice de nos populations. Cette célébration du 39e anniversaire de l'Organisation ouest-africaine de la santé revêt également une dimension particulière. Elle coïncide avec la fin du mandat de son directeur général. Après plusieurs années à la tête de l'institution, il dresse le bilan des réformes, des projets et des acquis enregistrés au profit des États membres, tout en rendant hommage au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ces résultats. On écoute à nouveau Dr Melchior Aïssi. Ce 39e anniversaire revêt pour moi une signification toute particulière. Il intervient au terme d'un mandat riche en défis, en enseignement et en réalisation collective. C'est avec une profonde gratitude que je mesure le chemin parcouru aux côtés des États membres, des institutions de la CEDEAO, de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les femmes et les hommes qui servent avec engagement notre organisation. Les résultats obtenus sont avant tout le fruit d'un effort collectif porté par une vision commune, celle d'une Afrique de l'Ouest, où chaque citoyen peut accéder à des services de santé de qualité. À titre personnel, je reçois avec beaucoup d'humilité et de gratitude la confiance renouvelée des ministres de la Santé de la CEDEAO ont témoigné à l'OAS en saluant les performances de l'organisation, son leadership régional, ainsi que les résultats obtenus malgré un contexte particulièrement difficile. Elle nous encourage à poursuivre avec la même détermination notre mission commune au service de la santé et du bien-être des populations de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement de l'espace CEDEAO. Je demeure confiant que l'Organisation ouest-africaine de la santé continuera, avec l'appui indéfectible des États membres et de ses partenaires, à porter l'ambition d'une Afrique de l'Ouest où chaque femme, chaque homme et chaque enfant bénéficient d'un accès équitable à des services de santé de qualité. On revient à Cotonou pour nous intéresser à la jeunesse étudiante catholique du Bénin GEC qui a soufflé ses 70 bougies. C'était ce samedi 11 juillet à Cotonou à l'occasion d'une cérémonie riche en couleurs placée sous le parrainage de la présidente de la Haute Cour de justice. Autorités politiques et administratives ont pris part à cet événement pour célébrer cette décennie d'engagement de la GEC au service de la jeunesse béninoise. Le reportage. Née en 1956 à Porto Novo, la jeunesse étudiante catholique du Bénin célèbre cette année son jubilé de platine. 70 années d'existence, de témoignages de foi, de formation de la jeunesse et d'engagement au service de la société béninoise. Avant toute chose, rendons grâce au Seigneur. Depuis 70 ans, il conduit notre mouvement avec fidélité. Malgré les difficultés, les changements de génération, les crises sociales et les mutations de notre société. 70 ans, ce n'est pas un aboutissement, c'est un tremplin. Vous portez un héritage, mais vous n'êtes pas un musée. Vous êtes une mission en marche. Le monde a besoin de leaders chrétiens, intègres, de citoyens engagés. Au fil des décennies, la GEC a su s'adapter aux mutations sociales tout en restant fidèle à sa vocation première, former des jeunes capables d'analyser les réalités de leur temps et d'agir en citoyens responsables. Aujourd'hui implanté dans 4 des 10 diocèses du pays, le mouvement mène des actions en faveur de la protection de l'environnement, de la promotion des valeurs citoyennes, de l'éducation, de la solidarité et de l'accompagnement des jeunes. Je voudrais inviter les responsables et ceux à venir à projeter la GEC sur les 30 ans à venir, au moment où nous fêterons le centenaire. Que
voulons-nous de la GIEC? Vous êtes les héritiers d'une histoire prestigieuse, mais vous êtes surtout les bâtisseurs d'une histoire nouvelle. Notre pays a besoin de votre intelligence, il a besoin de votre créativité. 70 ans après sa création, la GIEC Bénin réaffirme son ambition de former des femmes et des hommes de conviction, porteurs de paix, de justice et de fraternité. On va finir avec cet élément en titre. La Fédération béninoise de pétanque a tenu ce samedi son tout premier congrès fédéral en marge de la 9e édition du tournoi national spécial Aïd El-Kébir dans la ville de Parakou. Responsables de ligue, présidents de district et acteurs de la discipline ont fait le bilan des activités menées et défini les grandes orientations pour les années à venir. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées avec pour principal défi la mise en œuvre effective du programme annuel de travail afin d'accélérer le développement de la pétanque au Bénin. C'est un reportage d'Epiphane Chabi et Socrate à Dantodé. Lancement officiel de la 9e édition du tournoi national de pétanque spécial Aïd El-Kébir, la Fédération béninoise de sport boule a tenu ce samedi à Parakou son premier congrès fédéral. Une rencontre qui a mobilisé les responsables des ligues, les présidents du district et l'ensemble des acteurs de la discipline autour des enjeux de développement de la pétanque au Bénin. Les travaux qui nous réunissent aujourd'hui revêtent d'une importance particulière. Ils doivent nous permettre d'évaluer avec lucidité le chemin parcouru, d'examiner les défis qui se présentent à nous et d'adopter les décisions les plus pertinentes pour l'avenir de notre discipline. Au thème des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées afin de renforcer l'organisation et le fonctionnement des structures à la base. Les participants ont également échangé sur les prochaines échéances de la fédération, notamment le tournoi de l'indépendance prévu les 1er et 2 août prochains à la place de l'Amazone à Cotonou. Il n'y aura plus de phase éliminatoire et donc le Bénin sera représenté de Malanville jusqu'à Cotonou, sans oublier le nord et l'ouest du pays, en passant par le centre bien sûr. Alors je vais inviter toute la population béninoise à venir partager avec nous ce moment très festif. Sportif. Nous avons fait des recommandations à la nouvelle équipe dirigeante. Je crois vraiment avec cette nouvelle équipe dirigeante de la fédération, la pétanque va prendre un nouvel envol dans le Bénin. Tout ce qui est dit aujourd'hui, vraiment, je suis très content parce qu'il y a beaucoup d'innovation dedans. Le congrès s'est tenu en marge du tournoi national spécial Aïd El-Kébir, dont les compétitions ont démarré au Boulodrome d'Otabira, où plus de 500 joueurs venus des 77 communes du Bénin et plusieurs invités internationaux prennent part à cette 9e édition organisée pour la première fois dans le nord du pays. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À bientôt.